Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Cette semaine, on va parler de politique provinciale avec le député du Parti québécois dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Gilles Chappadeau. Monsieur Chappadeau, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Chappadeau. C'est très gentil à vous. Moi, je suis un maniaque, un fanatique de la politique. Je n'en fais pas. Moi aussi. Moi, j'en oui, fais. mais vous en faites. La différence qu'il y a entre nos deux, c'est que vous en faites. Moi, je n'en fais pas. Puis je pense qu'avec ce que je fais, j'ai pas trop le droit d'en faire. Mais moi, j'aime beaucoup la politique. C'est pour ça que quand j'appelle à votre bureau puis que vous acceptez de venir à cette émission-là, ça me fait toujours un grand plaisir. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici en passant. Là, je suis très heureux de pouvoir le faire. Bien, c'est réciproque, M. Chappadeau. M. Chappadeau, la dernière session, elle a été, je pense, difficile pour tous les partis politiques. Et puis, moi, si je vous demandais votre taux de satisfaction de cette dernière session, d'abord au point de vue provincial et après au point de vue de votre comté Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Moi, je suis très satisfait du travail qu'on a fait comme équipe, tant le caucus régional, François Gendron, que vous connaissez bien, oui. Elisabeth Larouche, et moi, comme caucus, comme travail. Le travail qu'on a fait comme caucus, moi, je suis très heureux du travail qu'on fait. On a une équipe solide à Québec. Je pense que la région est fort bien représentée. Personnellement, sur les dossiers de mon comté, on fait, je pense qu'on fait, je dis on parce que je travaille avec une équipe. Hein, un député sans une bonne équipe, là, ça prend une bonne équipe. Et j'ai une bonne équipe autour de moi, des gens qui sont aussi dévoués que je le suis. Et on a fait avancer des dossiers. Sincèrement, je regarde les annonces qui ont été faites hier dans le parc au Pémican, ce qui est un dossier fort important pour le Témiscamingue, pour l'Abitibi, des retombées économiques sans précédent qui vont, donc, au cours des 3 prochaines années, il va se dépenser 40 millions au Témiscamingue. C'est beaucoup. Pour la mise en place de ce parc-là et qui va avoir des retombées économiques de 7,5 millions annuellement, 40 000 visiteurs au Témiscamingue. Donc, c'est un gros projet. Qui va devenir une réalité assurée. C'est maintenant une réalité parce que les étapes légales ont été franchies et maintenant, voici que... Comme on dit toujours, et c'est le mot de M. Gendron aussi que je reçois très souvent ici en entrevue, les crédits sont votés pour ça. L'argent est là. L'argent est là. Contrairement à ce qui se faisait par le passé, là. On annonçait un projet. Quand on l'annonce, les crédits sont là, l'argent est là, il est réservé. Et c'est ce qui a été fait annoncé dans le parc au Pémican hier. Donc, une bonne nouvelle pour le Témiscamingue qui vient diversifier son économie, puis c'est un grand besoin qui avait été souligné pour le Témiscamingue. Les dossiers en agriculture, le drainage des terres agricoles, un engagement qu'on avait pris, moi puis François Gendron, lors de la dernière campagne. On l'avait fait comme caucus, mais les plus concernés étaient moi puis François parce que on a des agriculteurs dans nos comtés et on s'est engagé à mettre davantage, à avoir un programme régional qui va répondre davantage aux besoins des agriculteurs. Et c'est plus facile un peu quand le ministre est près de nous. Écoutez, le ministre de l'Agriculture... Oui, et il faut en profiter. Les planètes étaient bien alignées quand François a été nommé comme ministre de l'Agriculture, évidemment. Un gars qui est très sensible, qui connaît bien ce secteur-là, qui est très sensible, qui est aimé de l'ensemble des agriculteurs, donc, et qui est sensible aux besoins des agriculteurs et aux besoins des gens de la région. Donc, drainage des sols au Témiscamingue, on a fait j'ai fait l'annonce récemment de l'aréna Cloutier, qui est un projet, moi j'avais 150 personnes, autour de 150 personnes dans la salle pour une conférence de presse, les gens de Cloutier qui ont été tout au long mobilisés pour ce projet-là. Il était en attente de réponse depuis 5 ou 6 ans. Et voilà que, avant la période des fêtes, là, on a pu faire l'annonce, donc la reconstruction de l'aréna Cloutier. Je regarde le logement social, un dossier qui était fort important. Ça, c'est un dossier oui, puis je suis content que vous en parliez, M. Chappadeau. On va juste faire un entrefilet, comme je dis, pour en parler, parce que je ne l'avais pas directement dans mon entrevue, mais je suis content que vous en parliez, parce que ça, c'est une plaie. Une grosse plaie. On va parler pour la région ici, là, Abitibi, Témiscamingue et nord du Québec aussi. C'est les logements sociaux.
on crie partout. Il n'y a pas de logement libre. Ce qu'il y a, bien, il faut le dire, c'est des sujets beaucoup, beaucoup. Votre position sur ça, vous, parce que j'ai celle de M. Gendron, puis j'en ai d'autres aussi, mais votre position sur les logements sociaux, c'est plus qu'une priorité, c'est essentiel. Il faut faire quelque chose sur ça. On l'avait dit en campagne électorale, hein, c'était un des engagements que j'avais pris durant la campagne électorale pour répondre à ce besoin-là. On a eu une croissance, puis on a encore une croissance économique. Hein. On a le taux de chômage là est autour de 5 %. Donc la région va bien sur le plan de l'économie, mais en même temps, ça te prend des mesures sociales parce que on a eu une hausse assez importante au niveau des logements, un taux d'inoccupation qui frise là, le 0 Donc, on peut dire 0 effectivement. Oui, oui. Et durant la campagne électorale, on s'était engagé. Il faut que les mesures économiques, quand la croissance économique, il faut qu'elle soit accompagnée par des mesures sociales. Parce que sinon, il y a des gens qui sont à côté, exactement. qui ne profitent pas de cette croissance économique-là, mais qui en subissent les contre-coups. Donc, on s'est engagé dans toute la question du logement, un dossier fort important pour moi puis pour mon équipe au bureau. Et on a travaillé en partenariat avec la Ville de Rouyn-Noranda, parce que ça prend un promoteur. Oui, donc, ce qu'on a fait, d'abord, c'est de s'assurer. Et moi, ce que j'ai fait, c'est de m'assurer que les logements qui avaient été annoncés lors du dernier budget, on puisse avoir en fait, que ça ne soit pas distribué un peu partout au Québec, et qu'on puisse venir ces logements-là qui puissent être bâtis dans des endroits où il y a une problématique plus importante. Donc, vous avez parlé de la Côte-Nord, vous avez parlé de l'Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord, du nord du Québec, et c'est ce qui a été fait. Donc, ce qu'on a pu annoncer, c'est qu'il y aura une construction de 72 logements à Rouyn-Noranda, et ça prenait un promoteur de la Ville de Rouyn qui aussi a investi là-dedans, qui croit dans le logement social. Donc, moi, c'est un des dossiers, sincèrement, puis encore là, j'avais des gens, lors de la conférence de presse à l'Hôtel de Ville de Rouyn, j'avais des gens qui étaient fort émus. Parce qu'ils sentaient qu'il avait été entendu, puis il avait été écouté. C'est des gens qui ont travaillé, qui étaient mobilisés sur la question du logement social, qui avaient été entendus puis écoutés. Donc, dans le cas de Cloutier, dossier qui traînait depuis longtemps. Dans le cas du logement social, on a tenu parole, on a dit, on va s'engager dans cette direction-là. Vous n'arrêtez pas là. C'est sûr. Il ne faut pas arrêter. C'est sûr, exactement. Il va y avoir une construction, oui, mais il faut aussi, pareil, continuer. Logement social, logement abordable. Il y a des programmes au gouvernement du Québec pour aider les entrepreneurs. Donc, on va continuer de travailler avec les partenaires sur la question du logement, ça c'est clair. Un autre dossier sur lequel on avance, puis assez bien, c'est sur le dossier d'Anglier, l'eau potable. Oui, durant la campagne électorale, on disait que ça n'a pas de bon sens qu'en 2012, à l'époque, et en 2013 puis en 2014, qu'une municipalité soit privée d'eau potable depuis les 10-15 dernières années. On est en 2014. On est en 2014, effectivement, mais je disais la même affaire en 2013, puis je le disais en 2012 durant la campagne électorale. Si on était en 1914, on dirait, bien là, on va voir que ce ne serait même pas un problème à ce moment-là. Aujourd'hui, donc on travaille sur des dossiers. Vous savez, le travail de député, c'est d'améliorer les conditions de vie des concitoyens et concitoyennes, puis c'est la raison pour laquelle je me suis présenté en politique. Et on travaille sur des dossiers comme ça, là, qui font en sorte d'améliorer les conditions de vie des citoyens et citoyennes. Le logement, cloutier, drainage des sols, les investissements qui ont été faits au niveau de la forêt. Vous avez beaucoup de gros dossiers, puis je suis certain que vous allez les mener à bon port. Il y en a déjà qui sont déjà rendus à bon port, puis d'autres qui s'en viennent également. L'aéroport de Rouyn-Noranda, là, un dossier fort important pour le développement de notre région. Pas juste le Rouyn-Noranda, mais de la région dans sa totalité, parce que c'est un aéroport régional. Un dossier que la semaine prochaine, il y a une rencontre au cabinet de Mme Marois pour ce dossier-là. Donc, moi, je ne lâche pas. Non, je sais pas, M. Chapado. M. Chapado, on va aller avec le point de vue aussi provincial, si vous me permettez. Non pas qu'il n'y a pas de beaux dossiers en région, vous en avez parlé, et puis les dossiers suivent leur cours. Et il y en aura d'autres également, mais on va aller aussi avec au niveau provincial, si vous me permettez. Ce qui a chatouillé un peu tout le monde, c'est le fameux équilibre budgétaire qui a été reporté en 2016, qui devait avoir lieu cette année, en 2014.
Est-ce que ce n'était pas, voire trop grand pour M. Marceau, qui l'avait annoncé pour 2014? On dit que le gouvernement a le contrôle de ses dépenses. Même si c'est très difficile, il y a quand même le contrôle de ses dépenses. Mais ce sont les revenus qui ne sont quand même pas au rendez-vous. Vous avez raison. Pour la première fois, puis ça n'a pas été atteint depuis les 10 dernières années, c'est la première fois sous le gouvernement libéral, jamais ils ont réussi à contrôler les dépenses. Et ça a d'ailleurs été souligné par Pierre Paradis, là, qui félicitait Pierre Paradis, le député libéral, là, qui a en finance, 30 quelques années à l'Assemblée nationale, qui félicitait Nicolas Marceau parce que... Depuis longtemps, mais non, on le voit. Monsieur Charest l'avait mis un peu très loin en arrière de lui. Et même très haut. Oui, effectivement. Oui. Maintenant, M. Couillard l'a sorti du placard et une des premières remarques qu'il a fait, c'est de féliciter Nicolas Marceau, Stéphane Bédard, c'est-à-dire parce que pour la première fois... Le président du Trésor. Oui, effectivement, pour la première fois depuis les 10 dernières années, on a réussi à atteindre la cible du contrôle. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que les revenus ne sont pas au rendez-vous? Écoutez, les revenus... C'est ça qui fait qu'il y aura un déficit de 2,5 milliards au 31 mars 2014, il y aura un déficit prévu de 1,75 milliard au 31 mars 2015. Il y a différents facteurs qui ont pu expliquer. D'abord, vous savez, quand Nicolas Marceau fait son budget, là, il n'a pas fait ça tout seul chez eux, sur le coin de la table. Là. Il fait le budget, il fait ses prévisions de revenus avec des prévisionnistes, là, des gens qui sont des économistes, des experts de différents milieux, du secteur privé, du secteur public. Qui lui indique que, selon les tendances, selon un nombre de facteurs, là, voici ce que devraient être les revenus. C'est pas juste Nicolas Marceau. Là. Il est entouré de monde et d'un peu tous les milieux. Donc, si Nicolas Marceau s'est trompé dans ses prévisions, il y a un paquet de monde qui se sont trompés, puis des experts qui se sont trompés dans leurs prévisions. Bon, il y a eu la consommation. Les gens ont épargné davantage. Il y a différents facteurs qui ont fait en sorte, mais une des raisons, c'est que les gens ont épargné davantage. Est-ce qu'on peut reprocher aux Québécois et Québécoises de moins être dépensiers puis d'épargner davantage? On est dans un grand débat sur la retraite. On souhaite que les gens épargnent davantage pour leur retraite, qu'ils soient plus prudents. Donc, cette prudence-là a amené effectivement à ce que les revenus ne soient pas au rendez-vous. Maintenant, on n'est pas resté assis là à regarder tout ça, à regarder le train passer. Il y a eu des mesures pour la relance de l'emploi. Aujourd'hui, là, au Québec, là, il y a plus de 4 millions de personnes qui sont en emploi. C'est un record. C'est dans l'histoire du Québec, c'est un record. Jamais il y a eu autant de monde. Mais il y a moins d'emplois, par exemple, permanents. On s'en va avec beaucoup de saisonniers, par exemple. Il y a des emplois saisonniers, il y a des emplois permanents qui ont été créés. Mais dans les emplois permanents, il y a une diminution énorme au Québec. Oui, mais sur le total, sur le global, aujourd'hui, en 2014, il y a plus de 4 millions de personnes qui travaillent dans la région. Là, le taux de chômage est autour de 5 %. Donc, c'est pratiquement le plein emploi dans la région. Donc, l'économie du Québec va bien. Les revenus n'étaient pas là au rendez-vous. Et le choix qu'on a fait, c'est pas le choix des libéraux, c'est pas le choix de la CAQ. La CAQ, eux autres, c'était on coupe d'un service et advienne que pourra, mais on coupe d'un service pour on atteint le déficit zéro. Nous, notre choix, c'est de dire on va être plus prudent parce qu'on ne veut pas lancer l'économie du Québec dans une récession en faisant ce genre de manœuvre-là. Donc, il faut être prudent. Il faut maintenir le niveau de service. Les gens s'attendent à avoir des services. Il faut maintenir le niveau de service, puis reporter et mettre des mesures en place qui vont stimuler l'économie du Québec. C'est ça ce qu'on fait. C'est sûr que, parce que après ces 2 années-là de report de l'équilibre budgétaire, on va ajouter 4,25 milliards sur la dette du Québec, qui va se situer au 31 mars 2014 à autour de 199 milliards et au 31 mars 2015 à autour de 206 milliards aussi. Fait que, il est certain que ce sont les revenus qui ne sont pas au rendez-vous, comme on disait tantôt. On est préoccupé par la question de la dette, mais on est préoccupé aussi par les services que l'État donne aux Québécois et Québécoises, par le filet social. On est préoccupé par l'emploi. On en a fait une priorité et les résultats sont au rendez-vous.
On a mis un certain nombre de programmes en place pour stimuler l'économie du Québec, des investissements assez importants. On en a fait ici au niveau de la région, je vous parlais tantôt, des investissements qui ont été faits chez Tembec pour stimuler, pour aider cette entreprise-là. On travaille dans plusieurs dossiers où on veut maintenir les emplois parce que c'est une priorité pour le gouvernement du Québec, pour le gouvernement. Mme Marois le répète régulièrement, son obsession, c'est l'emploi. Parce qu'on est quand même, M. Chapado, la province la plus taxée actuellement. Alors, donc, on ne peut plus taxer les Québécois, là. On n'a pas l'intention, on n'a pas l'intention de taxer davantage. Ouais, mais je comprends, mais comment allez-vous faire pour faire un équilibre budgétaire si vous ne taxez plus, parce qu'on parlait de 4,25 milliards là, qui va être ajouté à la dette d'ici 2 ans. Comment vous allez faire pour combler ce 4,25 milliards-là sans aller ajouter d'autres taxes aux Québécois? Il n'y a pas d'intention de notre part de taxer davantage les Québécois. Vous avez raison de dire que les Québécois sont taxés aujourd'hui à un niveau assez important. En même temps, il faut faire attention quand on fait des comparaisons avec le reste du Canada ou avec certains vont même le faire avec les États-Unis. On s'est donné au Québec un filet social, on s'est donné des services, on a fait des choix. Est-ce qu'il y a trop de services aux Québécois? Ben, écoutez, à chaque fois qu'on a voulu, pas diminuer, mais à chaque fois qu'on a voulu amorcer des coupures, parce que, souvenez-vous, là, nous ont laissé, les libéraux nous ont laissé avec 1,6 milliard de déficit, là, lorsqu'on a pris le pouvoir. Et la première année, on a dû faire des choix difficiles. Hein. On a dû vraiment, là, on a demandé à l'ensemble des ministères des efforts importants. D'ailleurs, le résultat est là. On a réussi à contrôler les dépenses et à atteindre nos objectifs. Maintenant, on s'est donné une gamme de services. Vous dites, est-ce qu'il y en a trop? Dites-moi où vous choisissez. Mais regardez, M. Chapado, juste hier, parce que là, il faut dire qu'on enregistre l'émission le 16 janvier, OK? Et puis, elle va passer le 22 janvier. Mais seulement, quand on regarde juste hier, on a annoncé qu'il y aurait une possibilité qu'au CHUM et au CUSUM, que les gens aient à payer leur chambre. Les gens ne paieront pas leur chambre. Mais quand on est rendu là, c'est... Il y a quelqu'un qui a lancé une espèce de ballon là, dans l'air. On en lance souvent. Oui, mais il y a un ballon qui a été lancé par je ne sais pas trop qui. Régent Hébert a répondu à cette question-là à 12 reprises hier en disant que non, il n'y a aucune intention du gouvernement du Québec de faire payer les gens qui vont... Parce que si, advenant le cas où on irait avec 2 hôpitaux qu'on ferait payer les lits, il va falloir le faire à la grandeur du Québec à ce moment-là. La privatisation des services de santé, ça, c'est les libéraux, c'est pas le Parti québécois. OK? Soyons clairs là-dessus. Là. Mm-hmm. Philippe Couillard, dans le temps qu'il était ministre de la Santé, il a tout fait pour aller graduellement vers la privatisation des services, puis de plus en plus de services qui ont été privatisés. Oui. C'est pas notre bébé à nous autres. C'est pas là qu'on s'en va. On s'en va vers l'assurance autonomie, on s'en va vers davantage de services aux personnes âgées. C'est ce qu'on souhaite faire. Mais par contre, les gens vont de plus en plus souvent aussi dans les cliniques privées, là, à ce moment-là. Oui, mais... parce qu'on déborde encore partout dans les urgences. Parce que c'était quand même une priorité pour le Parti québécois, ça, de dire, les urgences, on va désengorger. Ça, c'est le mot qu'on entend depuis des décennies. Puis, rien que vous autres, là, je parle du Parti libéral avant, on va désengorger les urgences. C'est primordial. Les urgences sont engorgées encore au superlatif. Les libéraux l'ont promis en 2003. Quand on a pris le pouvoir en 2012, il n'y avait pas grand-chose qui avait été fait sur ce dossier-là. La CAQ promettait de le faire dans l'année qui suit. Eux autres, ils se donnaient 1 an pour le faire. Dans le programme de la CAQ, tout se faisait en dedans d'1 an ou à peu près. Ouais, je ne veux pas parler contre la CAQ ou autre, mais pour eux autres, c'est quand même assez facile. Moi non plus, mais j'en parlerai pas parce que c'est trop facile. C'est trop facile d'en parler. Il y a trop d'angles d'attaque sur la CAQ et sur les libéraux. Mais on a mis des mesures en place déjà. Souvenez-vous que depuis environ 1 an, là, on parle la façon de faire, puis on ne s'est jamais engagé de le faire dans la première année. Hein. On s'est donné. Normalement, on a un mandat de 4 ans quand on est majoritaire, et on s'était. Et un mandat de 2 ans quand on n'est pas majoritaire. Bon, nous, on veut travailler pour les Québécois et Québécoises. On a été élus
pour améliorer les conditions de vie des Québécois et Québécoises. Si la CAQ et les libéraux choisissent de nous lancer dans une campagne électorale, on va faire la bataille. Oui, mais ça, une chose... J'en ai... Mais juste pour revenir sur le dossier de la santé, oui. L'assurance autonomie, là, c'est une façon aussi. Permettre aux personnes âgées de rester à domicile, ceux qui le veulent rester à domicile, désengorger des hôpitaux, puis libérer des lits qui sont dans les hôpitaux pour permettre aux personnes âgées, ceux qui choisissent de rester à domicile, de pouvoir rester à domicile. C'est ça la grande réforme qui va être faite par... Et c'est ce qui a tendance et qui s'en vient aussi. On veut... puis les gens âgés le veulent aussi. Hein. Les gens âgés le veulent rester le plus longtemps possible on veut donner dans leur foyer. On veut donner des services à ces gens-là parce que les gens âgés qui sont obligés de s'en aller à l'extérieur de leur domicile. Les gens qui sont chez eux sont davantage heureux, mais en même temps, il faut qu'ils puissent avoir les services nécessaires pour être capables de rester à domicile. Oui, exactement. Et c'est là la grande réforme que veut faire Régent Hébert. On ne peut pas demander cette grande réforme-là qu'elle soit faite dans les 6 ou dans la première année d'un mandat. Qui prennent quelques années. Qui prennent quelques années. On est actuellement en commission parlementaire sur le sujet. Mais quand je vous entends parler de la CAQ, il va falloir, par exemple, que lorsque vous allez reprendre la session en janvier, il va falloir que vous fassiez les yeux doux à la CAQ. Il va falloir que vous fassiez quelques clins d'œil à la CAQ. Il va falloir que vous mettiez épaule à épaule avec la CAQ. Parce que vous allez avoir besoin de la CAQ dans plusieurs dossiers, entre autres. La fameuse charte de la laïcité. Là, à ce moment-là, si la CAQ ne vous appuie pas, elle ne passera pas. Vous savez, nous, on a des principes et des valeurs. On veut bien faire les yeux doux au Parti libéral ou à la CAQ. Ça prend la collaboration. Quand on est minoritaire, on sait très bien que ça prend la collaboration des partis d'opposition. Définitivement. Maintenant, à quel prix? On a des valeurs au Parti québécois. Et si la CAQ, dans leur solution, c'est de privatiser le système de santé, par exemple, ou c'est d'abolir les commissions scolaires, ou c'est, vous savez, les grandes réformes, ou c'est de privatiser Hydro-Québec, on ne fera pas les yeux doux longtemps, là. On n'ira pas jusque-là. Non, je comprends. Il y a certains dossiers sur lesquels on a été capable de travailler. De l'opposition pour faire passer, entre autres, les budgets qui vont s'en venir. On a besoin de l'opposition. Si les oppositions choisissent de faire... vous savez, en politique, tu peux choisir de travailler pour les Québécois et Québécoises ou aller purement dans la partisanerie. C'est ce que fait le Parti libéral sur le dossier des mines. Pendant qu'ils étaient au pouvoir, là, ils ont eu l'opportunité oui, parce que ça a pris 5 fois avant de réussir à le passer. Et ils étaient majoritaires. Oui, c'est sûr. Pourquoi il n'y a pas de nouvelle loi sur les mines qui a été adoptée lorsqu'ils étaient au pouvoir? Posez-vous la question. Et nous, évidemment, comme gouvernement minoritaire, on a essayé avec le projet de loi 43. Ils ont voté contre le principe, ce qui ne nous a même pas permis d'aller à l'étude détaillée et d'apporter des amendements au projet de loi 43. On a été battus au Salon Bleu sur le principe même du projet de loi sur les mines. Et ça a pris la collaboration de la CAQ pour être capable effectivement, mais dans ce dossier-là, on a vraiment été capable de travailler, au-delà de la partisanerie, d'être capable de travailler pour le bien de l'industrie. Oui, puis c'était essentiel et pour le bien de l'économie du Québec. Au moins, sécuriser le domaine minier, c'était ça. Vous avez vu la déclaration du président de Goldcorp, là, oui. qu'on a travaillé sur les redevances parce qu'on souhaitait que les Québécois et Québécoises retirent davantage d'argent de l'exploitation des mines au Québec. On a travaillé là-dessus, on s'était engagé à le faire, on le fait. Et sur le dossier minier, on a maintenant une loi qui a un cadre législatif dans lequel les entreprises savent à quoi s'attendre. Les minières savent à quoi s'attendre. Et le président de Goldcorp qui veut acquérir Cisco, qui ont fait une offre d'achat hostile, sa déclaration, ça a été... Et Royal Nickel, de l'autre côté, qui hier, quand on apprend, est obligé de licencier 40 de ses employés. Oui, mais ça n'a rien à voir avec la loi sur les mines. Non, je comprends. C'est parce que quand on parle que le domaine minier est frileux, c'est ça aussi. Selon toutes les prévisions, là, 2014 va être une année difficile, une année de transition. Mais en 2015 et par la suite, on aura un secteur minier où ça va être plus facile. Je veux juste revenir sur la... Oui, parce que j'ai au moins 2 questions que je vais absolument poser, puis il reste à peine 5 minutes. Je veux juste revenir rapidement sur la déclaration du président de Goldcorp, qui disait que le Québec est la meilleure terre au monde
meilleur territoire au monde pour faire des affaires dans le secteur minier. Ça contraste pas mal à ce qu'on a entendu au cours de la dernière année de la part des libéraux, qui ont fait du dossier minier un dossier politique partisan. Donc, je veux juste... Quand on entend ça, puis j'avais une entreprise dans mon bureau lundi matin là, qui veut investir un projet à Rouyn-Noranda. C'est des gens qui viennent de Vancouver, qui veulent investir dans un projet à Rouyn-Noranda. Donc, l'investissement dans le secteur minier, oui. Maintenant qu'on a une loi sur les mines et maintenant qu'on a un cadre législatif clair et il y a de l'intérêt pour investir au Québec et les paroles du président de Goldcorp sont fort rafraîchissantes. Monsieur Chapado, un dossier qui va faire couler énormément d'encre. Même il a commencé là avec... on commence à rencontrer des gens, etc. C'est le dossier sur la charte de la laïcité au Québec. Monsieur Drainville, lui, dit qu'il bougera ou à peu près pas sur ça. Ça va être. Est-ce que le Parti québécois peut en faire un enjeu électoral? On ne veut pas en faire un enjeu. Non, mais est-ce que ça peut aller jusque-là? Ça va aller là s'il n'y a pas de collaboration des partis politiques. On a des principes et des valeurs à l'intérieur de ce projet de loi-là. Ce qu'on veut faire par la charte de la laïcité, c'est de régler ce que les libéraux ont laissé traîner. Encore une fois. Ils en ont laissé traîner, coudonc, aux yeux du Parti québécois? À mon avis, ils en ont laissé traîner beaucoup. Puis d'ailleurs, on a autour de 60 projets de loi qui sont soit adoptés ou qui sont dans la machine présentement parce que justement, il y a dans beaucoup de domaines, ils ont laissé traîner des choses. Et la charte de la laïcité, vous vous souvenez de la commission Bouchard-Taylor? Ça a été formé pour quelque chose, parce qu'il y avait des problèmes au Québec par rapport aux accommodements raisonnables. Il est rendu où aujourd'hui, ce rapport-là? Il a été mis sur la tablette par les libéraux. C'est ce qui va arriver aussi avec la commission Ménard-Carbonneau, par exemple. Ça, c'est une chose, ça, d'accord. On va dépenser 1 million là, parce que là, j'ouvre une parenthèse très vite, mais on va dépenser 1 million dans cette commission-là, Ménard-Carbonneau, pour le fameux printemps érable, qui va donner quoi? Qui va nous donner un aperçu de ce qui a été fait au Québec, de ce qui s'est passé au Québec en 2012, sous les libéraux. Mais vous savez très bien, M. Chapado, que ce rapport-là de la commission Ménard-Carbonneau va être tabletté comme il y en a beaucoup d'autres. Moi, je fais confiance à Mme Marois. Je fais confiance au Parti québécois, lequel je suis membre. Que ce rapport-là ne sera pas, puis je vais revenir vous voir, M. Lacasse, avec beaucoup de plaisir. Ah ben oui. Et on parlera des résultats de cette commission-là. Et parce moi, que le rapport devra sortir le 31 mars. Invitez-moi pour en parler. Ah oui, avec plaisir. Surveillez-nous par la suite, parce qu'il ne restera pas sur la tablette. Je veux vous revenir sur la charte de la laïcité. Oui, OK. Oui, il reste à peine une minute. Notre choix, M. Lacasse, nous, c'est de mettre en place des mesures qui permettent de mieux vivre ensemble et de clarifier un certain nombre de domaines. Toute la question des accommodements raisonnables, je pense qu'il était temps qu'on mette notre pied à terre puis qu'on clarifie les obligations des uns et des autres par rapport à ce dossier-là. Parce que le Québec est divisé sur ça terriblement. Le Québec, faut faire attention. C'est 55 ans oui, mais il faut faire attention. Les audiences publiques ont commencé, la commission parlementaire a commencé. Et quand ce que Bernard Drainville a dit, c'est qu'il resterait ferme sur les objectifs. Les objectifs sont clairs dans ce dossier-là. Monsieur Chapado, c'est tout le temps que nous avions. On aurait pu continuer, mais oui, on va se reparler d'ici au printemps ou au printemps parce qu'il y a des gros dossiers encore. Puis je vous remercie infiniment. L'égalité homme-femme, c'est la première priorité pour nous dans la charte et on y tient. Monsieur Chapado, merci. J'avais encore Hydro-Québec à parler, beaucoup de choses. On va vous réinviter avec grand plaisir parce que c'est vraiment très intéressant. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Chapado. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine. Et cette émission-là et les autres sont aussi visibles sur le canal 409 en haute définition. Merci, au revoir.